Son décès soudain a choqué le monde. Son décès soudain a choqué le monde. Et sa tombe est devenue un symbole de paix et de mémoire. Pendant plus de 50 ans, la tombe de Bruce Lee est restée intacte, un endroit calme où les fans venaient honorer son héritage. Mais en 2025, lors de ce qui devait être un entretien de routine, les travailleurs ont fait une découverte à laquelle personne ne s'attendait. Sous la pierre se cachait une vérité cachée, une vérité qui raviverait la fascination mondiale et susciterait à nouveau des émotions. Que ont-ils trouvé à l'intérieur de la tombe de Bruce Lee? Découvrons-le. Comment tout a commencé? Avant que Bruce Lee ne devienne une icône, un combattant ou une star de cinéma, il était un adolescent agité naviguant dans les rues bondées de Hong Kong, lançant déjà des coups de poing au monde bien avant que le monde ne connaisse son nom. Ce feu précoce, brut et indompté deviendrait la fondation d'un héritage qui a tout changé. Les arts martiaux, le cinéma et la façon dont l'Est et l'Ouest se percevaient mutuellement. Bruce Lee est né à San Francisco en 1940 pendant la tournée d'opéra de son père, mais ses racines étaient fermement ancrées à Hong Kong. Nommé Lee Jun-fan, ou Retour à nouveau, il était un enfant de deux mondes dès le début. Grandir dans le Hong Kong d'après-guerre signifiait apprendre à se débrouiller seul, souvent physiquement. À l'adolescence, Bruce était déjà un combattant de rue habile, rapide de ses poings et encore plus rapide de son esprit. Ce talent brut a trouvé sa discipline lorsqu'il a commencé à s'entraîner sous le maître de Wing Chun, Ip Man. Dans ce studio, Bruce a absorbé plus que des techniques d'arts martiaux. Il a commencé à façonner une philosophie personnelle qui valorisait la flexibilité, l'efficacité et l'expression de soi continue. À 18 ans, après une série de combats de rue et des préoccupations pour sa sécurité, Bruce est retourné aux États-Unis. Il est arrivé à Seattle avec à peine de l'argent, mais portait en lui une détermination qui refusait d'être ignorée. Il s'est inscrit à l'université de Washington, a étudié la philosophie et a ouvert sa première école d'arts martiaux. Ce qui distinguait Bruce, ce n'était pas seulement sa technique, mais qui il choisissait d'enseigner. À une époque où les arts martiaux étaient souvent gardés derrière des portes culturelles closes, Bruce accueillait tout le monde, quelle que soit leur race ou leur origine. Cette décision a froissé les cercles traditionnels, mais elle a également jeté les bases de quelque chose de révolutionnaire. En mêlant le Wing Chun avec la boxe, l'escrime et ses propres idées sur le combat et le mouvement, Bruce a développé le Jeet Kune Do, son expression personnelle des arts martiaux. Ce n'était pas seulement un style de combat, c'était un rejet de la forme rigide. Absorber ce qui est utile, écrirait-il plus tard, jeter ce qui ne l'est pas. Hollywood a finalement frappé à sa porte. Casté en tant que Kato dans The Green Hornet, Bruce a transformé un rôle secondaire en phénomène culturel, à tel point que dans certains pays, l'émission a littéralement été renommée The Kato Show. Mais Hollywood n'était pas prêt pour un homme de tête d'origine chinoise. Frustré par le typecasting et le racisme, Bruce est retourné à Hong Kong, où il a pris le contrôle de son destin. Il a écrit, réalisé, chorégraphié et joué dans une série de succès comme Fist of Fury et Enter the Dragon. Des films qui non seulement mettèrent en valeur son talent, mais brisaient également les barrières culturelles et les records au box-office dans le monde entier. Tragiquement, Bruce Lee est mort en 1973 à seulement 32 ans, avec toute l'ampleur de sa vision encore devant lui. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, ses enseignements, sa philosophie et ses films, n'ont fait que se renforcer avec le temps. Et en 2025, lorsque sa tombe a été rouverte pour la première fois en des décennies, le monde allait apprendre que son histoire était loin d'être terminée. Le jour où le monde a pleuré, peu de décès de célébrités ont jamais suscité autant de confusion, de suspicion et de chagrin que celui de Bruce Lee. Lorsque la nouvelle a éclaté le 20 juillet 1973, que l'icône des arts martiaux âgée de 32 ans était morte soudainement à Hong Kong, le monde a eu du mal à le comprendre. Il n'était pas seulement une étoile montante du cinéma. Il était une force culturelle, un symbole de force et de discipline, parti en un éclair au sommet de sa carrière. Et ce n'était pas seulement la perte qui a stupéfié les gens. C'était à quel point personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. Ce jour-là, Bruce se trouvait dans un appartement appartenant à l'actrice Betty Ting Pei, apparemment en train de réviser un scénario pour Game of Death. À un moment donné, il s'est plaint d'un mal de tête. Ting lui a donné un analgésique courant. Ce qui s'est passé ensuite est encore débattu. Bruce s'est allongé pour se reposer et ne s'est jamais relevé. Les ambulanciers l'ont transporté à l'hôpital, Queen Elizabeth, mais il a été déclaré mort le soir même.
La cause officielle, selon un rapport de médecins légistes publié en septembre de cette année-là, était un œdème cérébral, un gonflement du liquide dans le cerveau, probablement causé par une réaction indésirable à l'analgésique. Aucune autopsie n'a été pratiquée, ce qui était la pratique normale à Hong Kong à l'époque pour les cas sans signe clair de jeu déloyal. Mais pour beaucoup, cette explication était insuffisante. Presque immédiatement, des rumeurs ont commencé à circuler. Certains croyaient que les triades, les notoires groupes criminels organisés de Hong Kong, avaient en quelque chose à voir avec cela. Bruce avait refusé de jouer selon leurs règles. Était-ce suffisant pour le faire réduire au silence ? D'autres soupçonnaient un empoisonnement ou une réaction au cannabis trouvé dans son système, bien que les médecins aient déclaré que cela n'était pas suffisant pour être mortel. Une enquête plus tard dans l'année a soutenu le rapport médical écartant le jeu déloyal. Pourtant, le mystère a persisté. Comment quelqu'un en conditions physiques optimales pouvait-il s'effondrer si soudainement sans avertissement ? Le chagrin était écrasant. À Hong Kong, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues en deuil. Dans le monde entier, des hommages ont afflué de la part des fans et des amis. Sa femme, Linda Lee, se tenait au centre de tout cela, le cœur brisé mais composé, veillant à ce que son mari reçoive l'honneur qu'il méritait. Bruce a été enterré à Seattle, où sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour des générations, cherchant clarté, force ou un peu d'inspiration. Et puis, en 2025, cette tombe a été discrètement ouverte. Ce qui devait être un simple entretien s'est transformé en quelque chose de tout autre. Le mystère entourant les dernières heures de Bruce Lee n'avait jamais vraiment été enterré, et le monde était maintenant à nouveau attentif. Un lieu de repos à Seattle. De tous les endroits où Bruce Lee aurait pu être inhumé, peu s'attendaient à ce que son dernier lieu de repos soit un cimetière calme à Seattle. Hong Kong, la ville où sa célébrité a explosé et où des millions de personnes le considéraient comme un héros national, semblait être le choix évident. Mais pour Linda Lee Cadwell, sa veuve, la décision ne concernait pas les attentes du public. Il s'agissait de vérité personnelle. Seattle n'était pas seulement l'endroit où Bruce avait vécu autrefois. C'était là que son voyage avait vraiment commencé. Des années avant la célébrité, les couvertures timbrées de magazines et les contrats de films, Bruce n'était qu'un jeune homme déterminé essayant de partager sa vision des arts martiaux. C'est à Seattle qu'il a ouvert sa première école, enseigné à des étudiants de tous horizons et affiné les philosophies qui deviendraient plus tard le Jeet Kune Do. C'était aussi la ville où il a rencontré Linda, est tombé amoureux et a commencé la vie qu'ils étaient encore en train de construire lorsque la tragédie a frappé. Dans une interview peu après sa mort, Linda a expliqué que Seattle abritait leurs souvenirs les plus significatifs. C'est là que Bruce a construit un avenir basé sur l'inclusion, la discipline et l'expression de soi, ce qui en faisait l'endroit le plus approprié pour qu'il repose. Le 31 juillet 1973, juste quelques jours après le décès soudain de Bruce, une cérémonie privée a eu lieu au cimetière de Lakeview. Situé dans les collines paisibles surplombant le lac Washington, l'emplacement a été choisi pour sa dignité silencieuse. Des amis et des collègues, dont James Coburn et Steve McQueen, se sont réunis en silence alors que Bruce était inhumé dans une tombe marquée par une pierre tombale en granit poli. Le design combinait des influences orientales et occidentales, tout comme Bruce lui-même. Des caractères chinois se trouvaient à côté d'un texte en anglais, comprenant l'une de ses citations les plus célèbres. La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie digne d'être rappelée. Au fil des décennies, le site de la tombe s'est devenu plus qu'un mémorial. C'était devenu une destination sacrée pour les fans, les artistes martiaux et les penseurs du monde entier. Les visiteurs laissaient traîner des fleurs, des lettres manuscrites, des nunchakus et des notes griffonnées avec des histoires personnelles sur la façon dont Bruce avait changé leur vie. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une tombe. C'était une salle de classe, un sanctuaire, une source de force. Et donc, lorsque le site était programmé pour un entretien de routine en 2025, c'était plus qu'une simple mise à jour logistique. Le monde s'est arrêté. Ce qui était resté intact pendant 52 ans allait être ouvert, et personne ne savait ce qui pourrait attendre à l'intérieur. Si le lieu de repos de Bruce émeut encore les gens aux larmes et à la réflexion un demi-siècle plus tard, cela en dit long sur la vie qu'il a vécue. Si cette histoire résonne en vous, aimez-la et laissez l'héritage de Bruce continuer à résonner à travers le temps. Le pionnier social. Bien avant que le monde ne le voie comme une icône du cinéma ou une légende des arts martiaux, Bruce Lee brisait discrètement des barrières que la plupart n'osaient pas défier.
À une époque où la race dictait l'opportunité et où la protection culturelle était la norme, Bruce refusait d'accepter des limites, surtout celles basées sur le préjugé. Son impact le plus durable ne se limite peut-être pas aux 100 métaux au cinéma ou au combat, mais à la façon dont il a aidé à redéfinir qui avait sa place et qui avait une voix. Au début des années 1960, les arts martiaux en Amérique étaient encore masqués par la tradition et souvent réservés à des cercles ethniques fermés. Il était largement compris que les arts martiaux chinois devaient être transmis uniquement à d'autres Chinois. Bruce Lee ne s'est pas contenté d'ignorer cette règle, il l'a ouvertement défiée. Dans sa première école, dans le quartier chinois de Seattle, il accueillait des étudiants, quelle que soit leur race, leur origine ou leur expérience. Jesse Glover, un Afro-Américain, est devenu le premier élève et assistant instructeur de Bruce. Taki Kimura, un Japonais américain ayant subi de profondes discriminations après la Seconde Guerre mondiale, est devenu l'un des protégés les plus fiables de Bruce. Pour Bruce, les arts martiaux n'étaient pas liés à la culture. Ils étaient un moyen de libération, de respect de soi et de connexion. Cet esprit l'a suivi à Hollywood, où l'industrie cantonnait régulièrement les personnages asiatiques à des rôles subalternes ou comiques. Bruce a rejeté des scénarios qui reposaient sur des stéréotypes, même si cela signifiait renoncer à des offres lucratives. Sa grande opportunité est venue avec The Green Hornet, où son interprétation de Kato a changé la façon dont le public voyait les personnages asiatiques à la télévision américaine. Il n'était pas un acolyte dans l'esprit, il était l'épine dorsale de l'émission. En fait, les téléspectateurs en Asie ont renommé la série The Kato Show, un hommage à sa présence indéniable à l'écran. Mais l'influence de Bruce s'étendait bien au-delà de l'écran. Il a formé et créé des amitiés avec des gens de tous horizons, boxeurs, danseurs, acteurs et athlètes. Parmi eux se trouvait Karim Abdul-Jabbar, qui non seulement a appris les arts martiaux sous la direction de Bruce, mais a également joué à ses côtés dans Game of Death. Leur lien, forgé à une époque où l'Amérique luttait encore contre le mouvement des droits civiques, reflétait la profonde conviction de Bruce en la croissance personnelle par la discipline partagée et non par l'identité partagée. Son message était simple mais radical. Soyez comme l'eau, adaptable, inclusif et imparable. Une philosophie au-delà de l'écran. Plus que sa vitesse fulgurante ou sa célébrité au cinéma, le véritable héritage de Bruce Lee réside dans la philosophie qui a poussé les gens à repenser non seulement la façon dont ils se battaient, mais aussi la façon dont ils vivaient. Au sommet de sa gloire, il offrait quelque chose de bien plus profond que la technique physique, une manière d'être qui valorisait la découverte de soi plutôt que l'imitation, la flexibilité plutôt que la rigidité, et l'authenticité avant tout. Au début des années 1970, Bruce avait perdu sa foi dans les limitations des arts martiaux traditionnels. Dans son interview de 1971 pour le magazine Black Belt, il a présenté au monde le Jeet Kune Do, non seulement un style de combat, mais une philosophie. Cela mélangeait l'efficacité à courte portée du Wing Chun avec la mobilité de la boxe et la spontanéité de l'escrime. Mais plus que ces éléments physiques, le Jeet Kune Do était un appel à abandonner les systèmes stricts. Absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile, ajouter ce qui est spécifiquement le vôtre, disait-il. Cette phrase est devenue un mantra non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchant son propre chemin dans un monde rempli d'attentes rigides. Cet état d'esprit s'est reflété dans l'approche de Bruce en matière de conditionnement physique, bien avant que le monde ne s'en aperçoive. Il ne s'entraînait pas pour avoir l'air fort, il s'entraînait pour être fort, mélangeant entraînement en force, cardio, flexibilité et exercice plus de vitesse. Il a créé un programme qui ressemblait plus à l'entraînement de conditionnement MMA d'aujourd'hui qu'à tout ce qui était disponible à l'époque. Il suivait ses entraînements de manière obsessionnelle et comprenait l'anatomie à un niveau que peu d'athlètes atteignaient. Ce qui rendait sa routine révolutionnaire, ce n'était pas seulement son intensité, mais la façon dont elle reflétait sa croyance en la croissance constante et l'adaptabilité. Mais peut-être que l'expression la plus claire de sa pensée passait par l'une de ses phrases les plus citées. « Sois comme l'eau, mon ami ». Pour Bruce, l'eau était la forme idéale. Sans forme, réactive mais puissante. Elle pouvait couler ou s'écraser. Elle s'ajustait sans perdre son essence. Ce principe s'appliquait bien au-delà du combat. Il est devenu une leçon de vie sur la façon de gérer l'adversité, l'identité et le changement. Bruce était un lecteur vorace et sa bibliothèque personnelle contenait tout, de la philosophie occidentale au classique chinois. Que ce classique chinois. Il griffonnait des notes dans les marges,
non pas en tant qu'étudiant absorbant passivement des connaissances, mais en tant que penseur les façonnant en quelque chose de personnel. Ces enseignements encourageaient les autres à faire de même, à questionner, à affiner et à évoluer. Maintenant, avec sa tombe à Seattle prévue pour être ouverte après plus de 5 décennies, la curiosité grandit quant aux écrits ou artefacts qui pourraient émerger, des indices d'un esprit qui a redéfini non seulement les arts martiaux, mais aussi l'idée même de vivre avec un but. La perte tragique de Brandon Lee. Peu d'histoires à Hollywood sont aussi troublantes que celle de la famille Lee. Là où l'histoire ne s'est pas seulement répétée, elle a approfondi le chagrin. 2 décennies après la mort choquante de Bruce Lee en 1973, son fils unique, Brandon Lee, a rencontré une fin tout aussi prématurée et étrange. Les 2 hommes doués et au bord de la grandeur ont été emportés bien trop tôt. Leur tragédie partagée est devenue un symbole de la fragilité de la promesse et du poids de l'héritage. Né en 1965, Brandon Lee a hérité non seulement du nom de son père, mais aussi des attentes qui l'accompagnaient. Pourtant, ceux qui l'ont connu disent qu'il n'a jamais cherché à vivre dans l'ombre de Bruce. Il s'est entraîné aux arts martiaux sous la direction d'amis et d'enseignants proches de la famille. Mais l'objectif de Brandon était d'être son propre homme, respectant le passé sans en être consumé. Presque une partie de sa propre personnalité. Dans des films comme Showdown in Little Tokyo et Rapid Fire, il a commencé à se mettre en lumière, affichant non seulement une précision physique, mais aussi une présence à l'écran imposante. Les critiques ont noté sa gamme, son charisme et sa profondeur émotionnelle, des traits qui allaient pleinement s'exprimer dans The Crow, un rôle destiné à être son point de rupture. Ce point de rupture n'est jamais venu. Le 31 mars 1993, alors qu'il filmait à Wilmington, en Caroline du Nord, une arme de théâtre a été accidentellement chargée avec une balle réelle. Lors d'une scène où son personnage était censé être abattu, l'arme a tiré pour de vrai, touchant Brandon à l'abdomen. Malgré une opération d'urgence, il est mort quelques heures plus tard à l'âge de 28 ans. L'enquête officielle de l'administration de la sécurité et de la santé au travail de Caroline du Nord a confirmé que la tragédie était due à de la négligence et à un mauvais encadrement sur le plateau. La perte a stupéfié l'industrie cinématographique et dévasté les fans qui avaient vu Brandon s'élever avec une détermination silencieuse. Ses funérailles ont eu lieu à Seattle et dans un geste profondément symbolique, il a été enterré aux côtés de son père au cimetière de Lakeview. 2 vies, 2 héritages et maintenant 2 pierres tombales côte à côte. L'une représentant un homme qui a changé le monde, l'autre un fils qui aurait pu le faire. Au fil des ans, le site de la tombe partagée est devenu un lieu de pèlerinage où les gens laissent des fleurs, des lettres et des souvenirs d'arts martiaux en hommage à père et fils. Pendant 52 ans, la tombe a gardé son silence. Un monument durable à l'ambition, à la perte et à l'amour. Cette histoire puissante d'ambition, d'amour et de perte mérite d'être entendue. Partagez-la avec un ami qui apprécierait l'héritage laissé par Bruce et Brandon Lee. La décision d'ouvrir la tombe. Peu de lieux de repos dans l'histoire moderne ont exercé une telle emprise sur l'imagination publique que la tombe de Bruce Lee à Seattle. Pendant plus de 5 décennies, elle est en restée intacte, un monument à l'une des figures les plus influentes des arts martiaux et du cinéma, et un sanctuaire silencieux pour les fans du monde entier. Mais au début de 2025, ce silence devait être respectueusement rompu. La ville de Seattle, poussée par des préoccupations de préservation à long terme, a pris la décision sans précédent de décéaliser la tombe pour des travaux d'entretien. L'annonce a immédiatement suscité une vague d'émotions. Vénération, curiosité et appréhension. Les responsables de la ville ont d'abord approché Linda Lee Cadwell, la veuve de Bruce, avec une proposition soigneusement préparée pour évaluer et restaurer l'intégrité structurelle de la tombe vieillissante. Selon des documents publiés par le département de préservation historique de Seattle, le site avait résisté pendant 5 décennies aux intempéries du Nord-Ouest Pacifique, mais nécessitait, maintenant, une attention pour garantir qu'il durerait encore 50 ans. Pour Linda, la décision n'était pas facile. Dans une rare déclaration publique au Seattle Times, elle a admis éprouver une profonde hésitation, affirmant que la tombe avait toujours été plus que de la pierre et de la terre, c'était un sol sacré. Néanmoins, elle a donné son accord, émue par l'idée que maintenir le site était une manière d'honorer l'héritage de Bruce, et non de le troubler. La planification de la préservation impliquait à la fois des technologies avancées et un profond sens de la responsabilité culturelle.
des ingénieurs ont installé un enclos climatisé pour prévenir les dommages causés par l'humidité pendant le processus. Un radar à pénétration de sol a scanné le site pour guider l'équipe avant que des étapes physiques ne soient l'emprise. Des rapports ont confirmé l'utilisation de méthodes non invasives pour protéger ce qui se trouvait à l'intérieur, considérant l'effort davantage comme un projet archéologique que comme un simple entretien. La sécurité autour du cimetière de Lakeview s'est intensifiée dans les semaines précédant l'ouverture. Une entreprise spécialisée a été engagée pour sécuriser le périmètre tout en permettant un accès cérémoniel. Shannon Lee, la fille de Bruce, a travaillé en étroite collaboration avec des moines bouddhistes pour organiser des rituels honorant l'héritage de son père avant le début des travaux. Ces cérémonies, partagées par les médias locaux et les organisations communautaires, ont souligné le poids spirituel de l'événement. Linda a également contribué des notes manuscrites et des documents de construction de 1973, qui ont donné aux préservateurs des informations cruciales sur la disposition et le contenu originaux de la tombe. À mesure que les préparatifs touchaient à leur fin, l'attention mondiale augmentait. Que trouverait-on après 52 ans de silence? Des lettres, des artefacts personnels, de nouveaux écrits, personne ne pouvait le dire avec certitude, mais une chose était claire. La décision d'ouvrir la tombe de Bruce Lee était plus qu'un acte de préservation, c'était une invitation à revisiter un héritage encore en cours. L'ouverture se déroule, ce qui devait être un effort de préservation simple est rapidement devenu un moment déterminant dans l'histoire continue de l'héritage de Bruce Lee. Un matin calme de 2025, avec le monde regardant silencieusement, la tombe qui était restée scellée pendant plus d'un demi-siècle a enfin été ouverte. Ce n'était pas l'ingénierie ou la technologie qui ont captivé les cœurs, mais le poids de l'histoire. Pour la première fois depuis 1973, le lieu de repos final de Bruce Lee n'était plus seulement un symbole. Il était devenu un chapitre vivant, se déroulant en temps réel. L'opération a commencé lorsque des moines bouddhistes se sont rassemblés au cimetière de Lakeview à Seattle, réalisant une cérémonie traditionnelle au lever du soleil. Leur chant résonnait croissant doucement à travers le site, offrant un ancrage spirituel avant qu'un seul outil ne soit levé. Shannon Lee, se tenant parmi eux, portait la présence à la fois de fille et de gardienne, ancrant le moment avec une dignité tranquille. Ces rituels, coordonnés avec des organisations culturelles locales, honoraient l'héritage de Bruce et donnaient le ton aux heures à venir. Cela ne serait pas traité comme une excavation, mais comme une gestion respectueuse. À l'intérieur de la zone de travail contrôlée, une équipe de préservation spécialisée s'est mise au travail. Chaque instrument était stérilisé. Chaque étape était planifiée à l'avance. Le sceau en granit gravé avec les mots « directeur de Bruce » usé par des décennies de saison était la première barrière. À mesure qu'il était progressivement retiré, un mélange de vénération et de tension s'est installé sur l'équipe. En dessous se trouvait une série complexe de couches de protection, conçues en 1973 pour préserver non seulement les restes de Bruce, mais aussi tout objet placé à ses côtés. Leur durabilité en disait long sur la prévoyance de ce design original. L'équipe de préservation avançait avec une précision délibérée, utilisant des systèmes d'éclairage à faible chaleur et un suivi environnemental en temps réel pour éviter même le moindre dommage. Chaque couche racontait sa propre histoire. Des sceaux qui n'avaient vraiment pas été touchés depuis 52 ans. Des matériaux qui avaient résisté à l'épreuve silencieuse du temps. Regardant à proximité, Linda Lee Cadwell fournissait des informations que seule elle pouvait donner. Elle expliquait la signification de chaque couche, de chaque compartiment. Des compartiments d'encens, tirés des coutumes funéraires chinoises, aux chambres scellées, sous vide, destinées à abriter des artefacts personnels, chaque détail reflétait l'identité unique de Bruce, un homme ancré à la fois dans la tradition ancienne et la pensée moderne. Alors que la dernière couche de protection était atteinte, l'anticipation flottait dans l'air comme un souffle retenu. L'équipe s'est arrêtée brièvement, révisant ses notes et scrutant l'espace une dernière fois. C'était le seuil. Derrière le dernier sceau pouvaient se cacher des souvenirs intacts, des notes manuscrites ou des objets que Bruce avait choisis comme ses derniers sceaux compagnons. Quoi qu'il y ait là, ce ne serait pas seulement vu, mais ressenti. Et donc, dans un coin tranquille de Seattle, avec le passé soigneusement décortiqué couche par couche, le monde se tenait sur le bord de la découverte, prêt à voir ce qui était resté caché derrière la pierre toutes ces années et quels nouveaux éléments de la vie de Bruce Lee pourraient enfin voir le jour. Trésor préservé dans le temps. Au moment où le dernier sceau de la tombe a été levé, ce n'est pas ce que l'équipe a vu qui les a frappés en premier. C'était ce qu'ils ont ressenti.
Préservé sous la pierre pendant plus de 5 décennies, l'air à l'intérieur de la chambre funéraire de Bruce Lee portait non seulement le parfum de santal, mais aussi la présence écrasante d'une vie figée dans le temps. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur avait été placé avec une telle intention et préservé avec tant de soin que pénétrer à l'intérieur ressemblait moins à l'ouverture d'une tombe qu'à un voyage direct en 1973. Ce qui distinguait vraiment cette tombe n'était pas sa taille ou sa grandeur, mais l'état incroyable des artefacts qu'elle contenait. Alors que la plupart des sites funéraires de son époque montrent des signes de décomposition inévitables, le lieu de repos de Bruce Lee défiait le temps. Des soies drapées autour de la chambre, choisies pour leur symbolisme traditionnel, gardaient encore une légère brillance. Les éléments en bois montraient un peu de signes de vieillissement, résultat de la combinaison de techniques de préservation chinoises anciennes avec des méthodes de scellement modernes, une approche bien documentée dans les notes funéraires originales de Linda Lee Cadwell. Les experts consultés par la famille Lee étaient stupéfaits de constater à quel point la tombe avait résisté à l'humidité, aux nuisibles et à la décomposition lente des matériaux organiques. Puis vinrent prochainement les objets personnels, chacun étant une fenêtre sur le monde de Bruce. Une paire de nunchaku, indissociablement liée à sa présence légendaire à l'écran, était soigneusement enfermée dans un compartiment scellé. Leur finition laquée était restée intacte malgré le temps, et Shannon Lee a confirmé lors d'une interview en 2025 qu'il faisait partie d'une collection privée que Bruce avait mise de côté pendant le tournage d'Enter the Dragon. À quelques centimètres de là, un manuel d'entraînement Wing Chun, aux pages cornées et enveloppées de soie, a été découvert. En feuilletant ces pages, l'équipe a trouvé des notes de Bruce griffonnées en chinois et en anglais. L'écriture, bien que légèrement fanée, était indiscutablement la sienne. Ce n'étaient là pas seulement des corrections techniques ou des exercices, mais des réflexions. De courtes lignes sur le mouvement, la discipline, l'identité et la fusion de la tradition avec l'innovation. C'était à la fois un manuel et un journal philosophique. Même les objets portaient plus intimes, des photographies de familles pliées, un amulette en jade destiné à protéger l'âme, et une enveloppe usée marquée simplement « Pour Shannon » étaient intacts, exactement comme ils avaient été placés lors de la cérémonie originale. Les dossiers de funéraires que Linda avait conservés en 1973 se sont révélés essentiels pour vérifier l'authenticité et le placement de chaque objet. Pour l'équipe de préservation, ces découvertes ont transformé le site d'un projet historique en une expérience profondément humaine. Alors que la nouvelle de la découverte atteignait le public, l'attention du monde se tournait vers ce qui pourrait encore se trouver à l'intérieur. Des murmures, non confirmés mais impossibles à ignorer, circulaient au sujet de l'être personnel, ou d'écrits finaux cachés plus profondément dans la tombe. Ce qui avait commencé comme un effort de conservation s'était rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond. Une rencontre rare et intime avec le monde intérieur de Bruce Lee. Et tandis que les artefacts parlaient de volumes, il était clair que la tombe renfermait encore des histoires non racontées. Un message final de Bruce. Ce qui avait commencé comme un effort de préservation s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus intime lorsque l'équipe a découvert ce qui pourrait être l'artefact le plus personnel de tous, une lettre scellée écrite à la main par Bruce Lee lui-même. Cachée à l'intérieur d'une boîte en bois laquée ornée d'un emblème de dragon, l'enveloppe portait l'empreinte indiscutable d'un sceau de cire rouge, encore intact après plus de 50 ans. Ce sceau de cire, finement embossé avec des dragons entrelacés, a stoppé toute l'équipe dans son élan. Ce n'était pas un souvenir ordinaire, c'était quelque chose de délibérément placé, délibérément caché et maintenant enfin révélé. La décision d'ouvrir l'enveloppe n'a pas été prise à la légère. Selon les protocoles décrits dans le journal de préservation de 2025, tout objet personnel portant un sceau devait être abordé avec le plus grand soin. Après documentation, le sceau a été délicatement brisé, révélant une feuille pliée de parchemin épais. L'écriture, fluide et familière, ne laissait aucun doute. C'était celle de Bruce. Datée de quelques jours avant son décès en juillet 1973, la lettre n'était adressée à aucun individu. Au lieu de cela, elle s'ouvrait par une salutation universelle, à ceux qui portent ma vision. Ce qui suivait n'était pas un adieu. C'était un défi, un message écrit pour quiconque prêt à écouter, peu importe l'époque. Dans la lettre, Bruce exhortait les lecteurs à rejeter l'imitation et à embrasser la vérité personnelle. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas solides. Ce sont des illusions façonnées par la peur, écrivait-il. Soyez comme l'eau, résilient, adaptable et sans limite. Ne me suivez pas.
Trouvez votre propre chemin et marchez-le sans excuse. Ces mots résonnaient avec beaucoup de ses enseignements précédents, mais quelque chose dans ce message semblait distillé, final et destiné à durer. Présente lors de la lecture, Linda Lee Caldwell a confirmé que le ton et la formulation correspondaient aux notes que Bruce lui avait un jour écrites en privé. Pour elle, ce n'était pas une surprise. C'était une validation. Shannon Lee, également présente, a qualifié cela de dernier cadeau de son père. Dans une déclaration ultérieure partagée avec la presse internationale, elle a décrit la lettre comme sa voix, atteignant à travers le temps pour nous rappeler non pas qui il était, mais qui nous pouvons devenir. La lettre a suscité une conversation mondiale. Les artistes martiaux citaient ces lignes dans les salles d'entraînement. Les philosophes débattaient de sa signification. Les fans la partageaient comme un mantra numérique pour la résilience. Elle était étudiée non pas comme une note historique, mais comme une philosophie vivante. Plus d'un demi-siècle après sa mort, Bruce Lee parlait à nouveau directement au monde. Alors que l'équipe de préservation terminait son travail et scellait la tombe, elle laissait derrière elle non seulement un site de mémoire, mais un message pour l'avenir. Cette lettre, découverte dans le silence et partagée avec le monde, soulignait ce que Bruce Lee a toujours cru, qu'un héritage n'est pas gravé dans la pierre, mais dans la façon dont les autres portent en avant l'étincelle qu'il a laissée derrière lui. Les derniers mots de Bruce n'étaient pas un adieu, c'était un appel à l'action. Pour d'autres histoires non racontées et des moments puissants comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner et de garder l'esprit vivant. Merci de regarder, à la prochaine.